Bonjour à tous, on va démarrer la réunion. Donc bienvenue à notre traditionnelle petite conférence mensuelle sur une thématique qui aujourd'hui va aborder alors quelque chose qui est un petit peu hors des sentiers battus, qui est la société civile immobilière. Alors certains connaissent de nom, certains pensent connaître. Donc l'idée c'est de faire un tour d'horizon de la SCI. Qu'est-ce que la SCI? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Quelles sont les obligations qui incombent quand on crée une SCI? Alors, pour le bien de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Ça permettra d'enrichir les débats et d'apporter des réponses à vos interrogations. Alors, le fonctionnement de la conférence, on va d'abord voir les étapes pour créer une société civile immobilière. Excusez-moi, je suis désolée, j'interviens déjà, mais vous pourriez un peu plus, parce que je ne vois pas ce qui est écrit. Ah, vous, alors... Est-ce qu'on aura un PowerPoint? Oui, après vous l'aurez. Ouais, C'est mieux là, un petit peu? Oui, un petit peu mieux. Bon, après, de manière, c'est écrit en plus gros. Hein. Oui. D'accord. Là, Donc, quelles sont les étapes pour créer la SCI? Le fonctionnement quotidien d'une société civile immobilière, parce qu'elle a des devoirs, parce qu'elle a des obligations. Alors ça, cette partie-là, ça va être un petit peu explicative, mais surtout, on va s'attarder, c'est quels sont les avantages de la SCI et pourquoi il faut réfléchir à créer une SCI quand vous allez avoir des projets immobiliers dans votre vie. Et enfin, on fera un tour d'horizon sur la fiscalité, parce que la fiscalité de la SCI, c'est un petit peu une fiscalité à la carte. C'est-à-dire qu'on peut choisir avec des conséquences sur les revenus et avec des conséquences sur les plus-values. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une SCI? Alors, Société civile immobilière. La définition d'une SCI, c'est que la SCI, c'est un contrat de société entre plusieurs personnes qu'on va appeler les associés. Ce sont des gens qui vont vouloir faire quelque chose en commun et qui vont avoir un statut d'associé. D'accord. Personne morale. Personne morale, personne physique, peu importe. Je crée une SCI, je regroupe des associés ensemble. Ensuite, la SCI, elle a pour but la mise en commun d'un ou de plusieurs biens immobiliers. D'accord? Ça veut dire que la SCI a la vocation, de toute manière, à se porter acquéreur de biens immobiliers. Troisième définition de la SCI, c'est que si effectivement j'ai plusieurs associés dans cette SCI, le principe, ça va être un partage des bénéfices, si j'ai des bénéfices, ou un partage des pertes, si j'ai des pertes. D'accord? Ça, c'est très important. Hein? Bonjour. Et enfin, quand on parle de société, il faut savoir que la notion de société implique une notion de personnalité juridique, de personne morale, d'accord? Et que cette société, elle doit avoir obligatoirement, et ça c'est très important, un objet immobilier. Je ne crée pas une SCI pour tenir un commerce de chaussures. Ça vous paraît logique, mais c'est quand même prévu par les textes. Si je fais une SCI, je dois avoir un objet immobilier. Ça, c'est fondamental. D'accord? Alors, une fois que j'ai pris la décision de dire je crée ma SCI, quelles sont les étapes de la création de la SCI? Alors, première chose très importante, c'est la rédaction des statuts. Et on va y revenir tout au long de la conférence. Les statuts, c'est l'acte de naissance de la SCI, mais c'est aussi l'acte qui va organiser le fonctionnement et qui va organiser les pouvoirs entre les associés dans la SCI. Les statuts, vous allez les retrouver aussi sur des sociétés commerciales. On a aussi autour de la table des gestionnaires d'entreprise. Les statuts régissent le fonctionnement juridique de vos sociétés. Et bien là, ici, c'est exactement la même chose. De par les statuts, on va organiser le fonctionnement de la société. Et l'avantage d'une SCI par rapport à une société commerciale autre, type SARL, type SAS, type SASU, c'est que
la SCI va me permettre d'avoir vraiment une souplesse, une flexibilité dans la rédaction des statuts, de sorte à vraiment pouvoir aller chercher les objectifs que je recherche pour mon associé ou pour mes associés. Donc les statuts, ils vont nous définir le montant du capital, ils vont nous définir quels sont les apports qu'on va demander aux associés, ils vont nous donner également le nombre de parts, la répartition qu'on va décider au niveau des associés, mais ils vont surtout fixer les pouvoirs du gérant. Et ça, c'est fondamental. C'est quel pouvoir je donne à mon gérant. En termes de coûts, une SCI, alors on a été large, il faut compter 1 500 à 2 000 euros. Sachez que moi j'entends beaucoup par expérience des gens qui créent leur SCI sur Internet. Ok, vous pouvez le faire, mais attention, le but d'une SCI, c'est aussi d'envisager des problématiques de transmission, des problématiques de donation ou autre, et que là, à ce moment-là, l'idée c'est d'avoir une rédaction des statuts qui soit la plus appropriée. Et ça nécessite à ce moment-là de faire recours à des professionnels qui, eux, vont vous donner les clés ou les outils pour arriver aux objectifs que vous fixez. Chose que vous ne trouverez pas forcément sur Internet. D'accord ? Donc, une fois que j'ai créé mes statuts, je vais déposer ces statuts aux impôts. Tout bête. Les statuts sont déposés en 4 exemplaires à la recette des impôts du siège social de la SCI sous un mois. Et le coût, c'est gratuit. Et oui, ça arrive encore d'avoir des droits d'enregistrement qui soient gratuits. Donc, une fois que j'ai rédigé mes statuts, que je les ai déposés aux impôts, je fais ce qu'on appelle un avis de constitution dans un journal d'annonce légale, c'est-à-dire que je vais publier l'acte de naissance de ma SCI. Alors, ça peut être un journal d'annonce légale, ça peut être La Voix du Nord, ça peut être ce que vous voulez, etc., où on va publier la création de la SCI. Étape suivante, une fois que ça c'est fait, je vais déposer l'ensemble de mon dossier au centre de formalité des entreprises dont je dépends, d'accord ? Et là, bien entendu, c'est encore gratuit, et là, je vais avoir la fameuse création de mon SIRET, parce qu'une SCI, c'est une personne morale, donc elle aura un numéro SIRET. Et enfin, j'ai l'obligation, le législateur me fait obligation de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, un compte qui doit être dédié. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une SCI et dire « je le gère sur mon compte personnel ». Non, la SCI a une personne morale, elle doit avoir son compte bancaire. Vous voyez, c'est quand même très simple. Alors, une fois que ma SCI elle est créée, une SCI, c'est une société qui va vivre. Et donc, il va falloir, entre guillemets, réfléchir comment on fait vivre cette SCI. Alors, tout d'abord, la SCI, elle est représentée par un gérant. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des administrations, vis-à-vis de toute personne extérieure, dès lors que vous allez contracter ou que vous allez engager la SCI, vous ne pouvez le faire que si vous avez un statut de gérant qui vous y autorise. C'est fondamental. C'est la même chose que pour une société commerciale. D'accord ? Si je contracte un emprunt, que j'achète des biens, que je fais faire des travaux sur un bien immobilier, vous allez le faire au nom de la SCI. Mais qu'est-ce qui va signer ? C'est le gérant. Le gérant qui aura été désigné par les statuts. D'où l'objet de la deuxième observation. Le gérant est désigné dans les statuts, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un gérant statutaire, à la base, à la naissance, ou alors par décision des associés ultérieurement et qui sera acté par un procès-verbal d'assemblée générale. Et une SCI, elle peut avoir un gérant, elle peut avoir plusieurs gérants, elle peut avoir un gérant qui va travailler 2-3 ans, puis qui ensuite va se retirer pour X raisons, on va renommer un gérant. Le gérant ne pourra avoir les pleins pouvoirs et ne pourra être valide que si ça a fait l'objet d'une ratification juridique. Ça, c'est fondamental. Tout acte juridique va être nécessaire pour organiser la nomination, le départ d'un gérant. Autre chose, les statuts vont définir l'étendue et les limites du pouvoir de gérant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux très bien décider
de mettre un gérant en place, mais le brider. C'est-à-dire lui dire, tu peux faire les actes de la gestion courante, par contre, je t'interdis de faire des actes de vente. Je t'interdis de vendre des immeubles de la SCI. Et donc, à ce moment-là, il aura le droit d'administrer le quotidien, mais il n'aura pas le droit de procéder à des cessions d'immeubles. Maintenant, si vous lui donnez les pouvoirs, il peut le faire. Tout va se décider dans les statuts. C'est quel pouvoir on donne au gérant. Vous voyez, acte de gestion courant, acte d'achat, acte de vente, tout ça, ça va être défini statutairement. Et un gérant qui prendrait une décision pour laquelle il n'a pas été missionné dans les statuts, c'est une décision qui est nulle. D'accord ? Ça, c'est très important parce qu'après, ça pourra entraîner ce qu'on appelle une nullité de la gérance avec les conséquences qui en découlent. Je ne suis pas gérant, mais je suis associé. Eh bien, moi, en tant qu'associé, je dispose d'un droit de vote dans le cadre de prise de décision collective en assemblée générale. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que moi, en tant qu'associé, le gérant doit me rendre des comptes. Il doit me rendre des comptes, on va dire, une fois par an, traditionnellement, sur la marge de la société, c'est-à-dire on a un patrimoine locatif, on a perçu autant de loyers, on a dépensé autant en frais et charges, il reste autant de bénéfices, je vous propose de le distribuer aux associés ou je vous propose de le réinvestir dans la SCI pour une autre opération. Il va proposer ça à l'Assemblée générale, les associés votent, oui, non, mais en tout cas, ils doivent donner leur avis. Ça, c'est la vie courante. Et après, vous avez aussi la vie, entre guillemets, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il peut arriver des événements dans une année, dans la vie d'une SCI, qui nécessitent d'avoir un recours à l'avis des associés. Ça, c'est très important. OK ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je délègue la gestion que je ne demande pas de compte. Alors, à la différence des sociétés commerciales, où le Code du commerce nous implique des conditions de majorité ordinaire, de majorité extraordinaire, dans la SCI, je vais pouvoir avoir une souplesse et une flexibilité plus fortes qui vont me permettre de déterminer des conditions de vote et de majorité qui vont être plus ou moins fortes en fonction de ce que je décide avec mon gérant. C'est-à-dire que je peux le bloquer. D'accord ? Je peux dire que toute décision de vendre un bien immobilier doit être prise à l'unanimité de mes associés ou à la majorité relative. Je peux décider de fixer un quorum. Un quorum, c'est un nombre minimum de parts qui me permet d'atteindre un pourcentage du capital. Je fais ce que je veux. D'accord ? Traditionnellement, quand j'ai des bénéfices ou que j'ai des pertes, ils sont répartis proportionnellement aux droits des associés dans ma SCI. Si j'ai 5 associés qui ont chacun 20%, le bénéfice ou la perte va être réparti à hauteur de 20% par associé. On peut aller plus loin. On peut très bien dire que j'ai des associés qui vont renoncer à leurs bénéfices au détriment d'autres associés. C'est typiquement le cas quand des parents veulent aider leurs enfants à financer des études ou veulent les aider dans la vie. Ils vont renoncer à leurs bénéfices et dire que le bénéfice est pour l'enfant, par exemple. Chose qui est beaucoup plus compliquée à faire quand on est dans des sociétés commerciales qui sont régies par le Code du commerce avec les conditions d'attribution de bénéfices prévues par le Code du commerce. Dans le fonctionnement d'une SCI, comme toute société, une SCI elle a des comptes à rendre. Et le premier compte à rendre qu'elle a, c'est à l'administration fiscale où l'administration va demander la production d'une déclaration fiscale qui s'appelle la 2072, excusez-moi, c'est le terme fiscal, qui veut savoir un petit peu ce qui s'est passé dans l'année en termes de perception de loyer, en termes de dépenses, de réparation, etc. Elle a également l'obligation d'établir des comptes annuels, encore que ça peut être mis de côté, mais je vais vous expliquer que ce n'est pas forcément opportun. En tout état de cause, elle est obligée d'avoir un compte de trésorerie qui retrace les flux financiers qui rentrent et les flux qui sortent. Les comptes annuels ne sont pas forcément exigés. Par contre, si vous voulez de la transparence ou si vous voulez vraiment suivre la traçabilité de la rentabilité d'une SCI,
il est très important de faire ce qu'on appelle un bilan, qui est un bilan simple, comptable, des comptes de la SCI. Et enfin, elle a une troisième obligation, qui est l'établissement d'un procès-verbal d'assemblée générale qui va statuer sur les comptes. Alors, sachez quand même quelque chose, c'est que demain, vous créez une SCI, vous ne faites pas votre déclaration fiscale. Ça peut arriver. Vous ne faites pas votre compte de trésorerie, votre compte annuel. Ou alors, vous ne faites pas votre procès-verbal d'assemblée générale. Les conséquences, elles peuvent être très lourdes. C'est-à-dire que l'administration peut considérer qu'il y a une fictivité de la SCI au motif qu'elle n'a pas rempli ses obligations. Et la fictivité, elle va avoir pour conséquence de faire une extension, par exemple, d'une faillite aux associés. Elle va avoir pour conséquence de remettre en cause des actes de gestion au motif que, en fait, la SCI, elle a été créée, mais elle ne remplit pas ses obligations, donc c'est le gérant en direct qui gère directement. Et ça, il faut quand même faire attention, parce que sur certaines SCI, notamment dans des milieux professionnels, quand vous avez des faillites de sociétés d'exploitation ou autres, les mandataires judiciaires vont regarder justement s'ils ne peuvent pas invoquer cette fictivité. Et dans les critères, il y a notamment le respect des obligations légales et financières qui est analysé. Donc vous voyez, bon, c'est assez simple, mais il faut le savoir. Ça va, des questions, non ? Bon. Alors, là, on va rentrer vraiment dans le pourquoi de la SCI. Alors, je vous coupe, sachez que vous pouvez prendre votre collation, déjeuner, c'est fait pour ça. Hein. D'accord ? Alors, les avantages de la SCI. Le premier avantage, souvent, la SCI, elle permet de répondre à une question, ou à une interrogation, c'est de dire comment je vais pouvoir acheter un bien immobilier si je ne suis pas seul, que je veux m'associer avec un ami, avec un parent. D'accord ? La SCI, elle va avoir cette réponse. Elle permet d'acheter un bien immobilier à plusieurs et surtout, on va transférer la capacité d'emprunt non pas au niveau de l'individu, mais au niveau de la SCI. C'est-à-dire que c'est la SCI qui va être emprunteur. C'est la SCI qui va aller voir la banque pour dire « moi, je veux emprunter pour acheter un immeuble ». D'accord ? Alors, si on regarde, j'achète un bien immobilier à plusieurs, vous pourriez très bien me dire, à juste titre, le régime de l'indivision est fait pour ça. Je peux acheter en indivision. Je vous rappelle que l'indivision, c'est que plusieurs personnes achètent une quote-part. Vous achetez un bien à 2, vous allez être réputé indiviseur à hauteur de 50%. Ça ne change rien. Sauf que l'indivision a des règles qui ne sont pas forcément intéressantes sur le plan civil. C'est-à-dire qu'elle va nécessiter, on va s'y attarder longuement, l'indivision, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'achète un bien avec quelqu'un sans passer par le biais d'une SCI, ça veut dire qu'il faut que j'ai la majorité des 2 tiers, c'est-à-dire que les 2 tiers des indivisaires soient d'accord pour le moindre acte de gestion. Donc imaginez que vous achetez un bien en indivision avec quelqu'un qui n'est pas forcément au fait de l'immobilier, et vous qui êtes au fait, qui allez dire « moi je dois rénover l'immobilier » et votre indiviseur n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas le faire. Ou vous avez un indivisaire qui va vous dire « moi, j'ai fait une erreur au bout de 5 ans, je veux reprendre ma part d'indivision. » Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez devoir demander à votre indivisaire de vous racheter votre part. Et si vous ne pouvez pas, s'il ne peut pas le faire, ça veut dire que vous passez par la case vente judiciaire. C'est-à-dire que vous allez devoir vendre le bien. Et si vous ne savez pas le vendre, c'est la vente au tribunal. D'accord ? Donc, c'est le régime qui est un peu lourd de l'indivision. Le deuxième avantage, qui pour moi est peut-être le plus important, c'est que ça permet d'acquérir un bien que l'on ne peut pas acheter seul. D'accord ? Et là, vous allez voir toute la subtilité, c'est que vous allez avoir des associés, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes situations financières personnelles. D'autres qui sont fortunés, d'autres qui sont peut-être plus âgés, qui n'ont plus d'emprunt, et puis d'autres qui sont plus jeunes, etc., qui commencent dans la vie, qui ne pourraient pas accéder à un investissement immobilier parce qu'ils n'ont pas la capacité à pouvoir honorer le remboursement. À partir du moment où je vais passer par une SCI avec 2 associés, le regard du banquier ne va pas du tout être le même parce que lui, il va regarder l'ensemble des associés
Et si vous avez un associé qui est plus fortuné ou en tout cas qui a une caution financière qui est plus importante, il ne vous empêchera pas de faire l'opération. Et ça, c'est typiquement le cas de figure qu'on rencontre quand vous avez des parents qui veulent aider leurs enfants à acquérir leur premier logement. Et ils sont jeunes, ils n'ont pas encore, je dirais, de patrimoine ou de capacité financière importante. Qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont rentrer dans la SCI, soit majoritaire, soit minoritaire, et ils vont apporter cette fameuse caution financière pour permettre à l'enfant de faire son projet. Et puis ensuite, au fil des années, les parents céderont leur part aux enfants. D'accord? Et donc ça, c'est un très bon avantage de créer une SCI, c'est quand on veut mettre le pied à l'étrier à un enfant, par exemple, ou à un ami, peu importe. Vous voyez, solvabiliser l'associé qui ne pourrait pas emprunter assez pour boucler un projet parent-enfant, par exemple. Pourquoi? Parce que la SCI, dans le mot SCI, il y a le mot C qui veut dire civil. Ça sous-entend aussi que les associés sont indéfiniment et solidairement responsables. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai 1% d'épargne et que mon ami, mon conjoint, peu importe, ou mon enfant a 99% d'épargne, si la SCI ne peut plus rembourser ses prêts, la banque, elle se retournera contre moi, qui est 1%, pour la totalité de l'endettement. Donc pour la banque, c'est une sécurité. Oui, Thierry? J'ai une question. Dans le cadre d'un achat pour un enfant, mettons, on crée une SCI. On sait qu'on peut faire un don manuel tous les 15 ans de 100 000 euros. Est-ce qu'on peut aller au-delà et faire un montage pour donner un peu plus? C'est après. D'accord. On va voir. Après, on peut faire plein de choses. Alors, la SCI, vous avez un projet, par exemple, professionnel. Vous êtes gérant, co-gérant de société d'exploitation. Et puis, à un moment donné, on vous propose de vous porter acquéreur des murs. Et vous dites, plutôt que de verser un loyer à fonds perdu, est-ce que je n'ai pas intérêt à défiscaliser, c'est-à-dire à verser un loyer de ma société vers une SCI que je crée pour me louer mes propres bureaux? Ça, c'est des schémas classiques qu'on rencontre. Et la SCI va vous permettre de le faire entre amis, entre tiers, entre associés. Je peux le faire pour de l'habitation, je peux le faire pour du professionnel. D'accord? La SCI, c'est vraiment une enveloppe juridique qui va permettre de vraiment se porter acquéreur, j'irais, d'immobilier, peu importe la nature, à plusieurs ou en famille. D'accord? Et chose que peu de gens savent, la SCI peut vous permettre aussi de faire des investissements immobiliers défiscalisants, de la loi Pinel, de la loi Malraux, des monuments historiques. D'accord? Souvent, on pense qu'on peut faire ces investissements que seul, c'est-à-dire en personne physique. C'est faux. Vous pouvez très bien créer une SCI qui va se porter acquéreur d'un immeuble, qui va revendiquer une loi fiscale pour bénéficier d'une réduction d'impôt. La réduction d'impôt, elle sera simplement redispatchée à hauteur du pourcentage que vous possédez dans la SCI. D'accord? Alors, la SCI, c'est aussi quoi? Ça permet de répondre à quelle question? C'est de la gestion d'un patrimoine de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et alors en fait, vous voyez, je vous ai parlé des inconvénients de l'indivision, d'accord? La SCI, si vous rédigez bien vos statuts, on peut dire comme autre définition que c'est la gestion organisée de l'indivision. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va se servir, je dirais, des statuts pour structurer la gestion de mon parc locatif, la gestion de mon immobilier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans les statuts, vous pouvez très bien dire à votre gérant, je te donne tous les pouvoirs pour administrer les locaux, faire les dépenses d'entretien courant. Je te donne tous les pouvoirs pour engager des dépenses jusqu'à hauteur de 1 000 euros, si je veux, 5 000 euros, 10 000 euros, j'organise, d'accord? Je te donne tous les pouvoirs pour faire éventuellement les recherches de locataires, procéder à des arbitrages, etc. D'accord? C'est une indivision qu'on va organiser statutairement. Deuxièmement,
ça permet d'éviter le risque de l'indivision. Je vais revenir dessus, l'indivision. En cas de décès, demain j'achète un bien immobilier avec quelqu'un sans le biais de la SCI, en cas de décès, il y a des conséquences graves. En cas de concubinage, en cas de mariage ou de séparation de biens. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas propriétaire par le biais d'une SCI, vous êtes propriétaire indivisiaire, et donc en cas d'indivision, vous allez avoir mécaniquement des sources de tension, des sources de conflit, tout simplement parce que les intérêts des indivisiaires ne sont pas les mêmes. C'est tout. Moi j'avais une autre question. Est-ce que tout doit être scrupuleusement notifié sur Les statuts? sur les statuts, ou est-ce que ce qui n'est pas écrit est réputé Alors, vrai? en cas de conflit, et ça c'est valable dans la vie des affaires, je ne parle pas d'essayer, je sors des affaires, on va au juridique. Qu'est-ce que le juridique a prévu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous laissez des pouvoirs plus que ce qui était prévu, d'accord, les conséquences font que si vous avez des litiges ou autres, etc., vous aurez beaucoup plus de mal à revendiquer des erreurs, des choses comme ça, si ça n'a pas été prévu statutairement. C'est-à-dire qu'il faut donner du pouvoir, mais aussi le contrôler. Et il ne faut pas en donner plus qu'il n'en faut. Ça, c'est différent en cas de décès, par exemple, en indivision, effectivement. je vais vous faire le... Ouais, allez-y. Si je suis en indivision, je suis concubinage, donc monsieur, madame, enfant en commun, madame s'en va, donc forcément il y a une partie qui revient légalement aux enfants. La SCI reste le problème, parce que les parts détenues dans la SCI Oui, mais en concubinage, qu'est-ce qui se passe si vous avez monsieur et madame qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas pacsés, etc., qui n'ont rien fait, d'accord? Ils possèdent un bien. Monsieur décède. Madame, elle n'a aucun droit. C'est les héritiers de monsieur. D'accord? Et ça peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que derrière, elle peut se retrouver propriétaire et se faire mettre à la porte. Le danger n'est pas lorsqu'on a des enfants, ça s'en va les meubles, parce que c'est l'enfant qui va récupérer l'héritage. Et s'il n'y a pas d'enfant, c'est les parents, les sœurs, les frères. Là, c'est composé comment? Donc ça, attention. Alors, la gestion, quand on met ici la gestion des biens, exige l'accord des indiviseurs. Autant, je vous ai dit, dans une SCI, je peux donner des pouvoirs complets jusqu'à telle limite à mon gérant. En indivision, le régime, c'est la majorité des 2/3. Je dois acheter un crayon, je caricature pour la SCI, il faut la majorité des 2/3. Donc, imaginez si vous avez des conflits entre indivisaires. C'est le blocage, la paralysie. C'est des immeubles qui se délapent parce qu'on ne peut pas faire de travaux. C'est des immeubles qu'on va devoir vendre. Et puis là, vous allez avoir des problématiques parce que c'est toujours pas assez cher ou vous avez des problèmes de prix, etc. Tout ça, quand on est en régime d'indivision, ça vous pollue, ça vous, entre guillemets, bloque toute administration du bien. Et en plus, vous avez le Code civil qui dit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je me retrouve indiviseur suite à un décès. Et moi, je n'ai pas envie de conserver cette part d'indivision dans un immeuble. Parce que je n'ai pas envie de mettre des sous dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais invoquer, la cession de ma part d'indivision. Et si mes associés, mes autres indivisaires, je ne parle pas d'associés, ne peuvent pas me racheter ma part, ils n'auront pas d'autre choix que de vendre l'immeuble. En indivision, c'est comme ça. J'interviens, mais du coup, deux frères qui deviennent du coup orphelins, qui jouissent en indivision d'un bien. Oui. S'il y en a qu'un qui veut le vendre, finalement l'autre est obligé à la fin d'accepter. Soit il va racheter la part. Oui. Non, mais si et s'il ne peut pas racheter, ils sont obligés de vendre le bien. D'accord. S'ils ne sont pas d'accord sur la Alors, vente, s'ils ne sont pas d'accord sur le prix de vente, ça se termine à la chandelle, au tribunal, aux ventes aux enchères. Et vous allez voir que là, par contre, avec la SCI, hop, 11 absents. Donc ça... En SCI, de toute façon, s'ils sont deux, par exemple, à 55 ans, on retrouve le même problème. Du tout. Les 2/3, vous faites comment? Attendez, dans la SCI,
Bon, les statuts qui sont Dans la SCI, vous avez quelqu'un qui vend ses parts, il a le droit de le faire. Si moi je suis l'autre associé que je ne veux pas racheter ses parts, il a le droit d'aller chercher un autre investisseur et s'il n'en trouve pas, il n'y a rien qui se passe. L'immeuble ne sera pas vendu et il conservera ses parts. D'accord ? Donc attention aux indivisions. D'accord ? Parce que le régime de l'indivision, souvent, c'est des problématiques importantes. Et la problématique, dans le slide d'avant, vous parliez d'éviter l'indivision en cas de mariage. Pardon ? Quelle est la problématique, effectivement, pour l'avantage d'une SCI en cas de mariage? Pour marier un ou deux enfants, est-ce qu'il y a intérêt à faire une SCI pour la résidence principale ou est-ce qu'il vaut mieux garder Tout dépend après, les objectifs, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, si je suis marié en régime de communauté, en régime de séparation, si j'ai un écart d'âge entre monsieur et madame, c'est ça. Alors, transmettre en réduisant les coûts. On y arrive, Thierry. Là, vous allez voir, c'est très intéressant. La SCI, elle facilite les transmissions ultérieures du patrimoine familial à moindre coût fiscal. D'accord ? On va s'attarder sur cette thématique. D'accord ? Demain, vous êtes propriétaire d'un immeuble en direct, pas par le biais d'une SCI. Si vous voulez le donner, admettons que vous avez 2 enfants, vous voulez le donner à vos 2 enfants, vous allez faire une donation partage. On est d'accord ? Mais ils vont se retrouver sous le régime de l'indivision, vos 2 enfants. Et on va se retrouver avec les inconvénients qu'on vient de voir. OK ? Qui plus est, si je donne un immeuble, c'est compliqué parce qu'un immeuble, il a une valeur globale. Donc je vais donner l'intégralité de l'immeuble. Par contre, imaginez que cet immeuble, je le possède par le biais d'une SCI. Je peux très bien envisager de donner au fil du temps des parts. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de donner 100% des parts tout de suite. Je peux donner un minimum de parts sur le temps que j'aurai décidé. D'accord ? Et bien la SCI, elle va vous permettre justement de répondre à ça et elle est vraiment faite pour anticiper et optimiser la succession. Premier avantage. Deuxième avantage, je vais pouvoir avoir un effet de levier fiscal qui va être puissant. Pourquoi ? Parce que je vais minimiser mes droits de succession. Vous allez voir, il y a un schéma qui est fait après. D'accord ? Et là, je vais pouvoir recourir aux traditionnelles donations qui sont prévues par le Code civil, donation à mes enfants tous les 15 ans à hauteur de 100 000 € par parent. D'accord ? Je vais pouvoir coupler à ça la diminution de ma valeur de transmission parce que quand je donne une SCI, que je donne des parts de SCI, elles n'ont pas les mêmes valeurs que si j'ai un immeuble en direct. Et l'administration fiscale admet une décote de 10 à 20% des parts. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai un immeuble qui vaut 200 000 €, fiscalement il vaut 200 000 €. Si maintenant j'ai une SCI qui n'a qu'un seul immeuble, qui vaut 200 000 €, qui n'a pas de dette, fiscalement, je pourrais le valoriser 160 000 €. Pourquoi ? Parce que je suis en SCI et que j'ai une contrainte de cession, j'ai plusieurs associés. Et à partir de là, l'administration admet que j'ai une décote légale. C'est ce qu'on appelle le manque de liquidité. Et après, je peux aller beaucoup plus loin, c'est anticiper, c'est-à-dire donner la nue propriété à mes enfants. Je vous rappelle que la pleine propriété sur le Code civil, c'est 3 choses. C'est la propriété du bien, c'est l'usufruit, c'est-à-dire j'en jouis, j'y habite, j'en fais ce que je veux, et c'est le fructus, c'est-à-dire que si je viens à louer ce bien, les revenus sont pour moi. Et bien, le démembrement de propriété, c'est de dire je donne la nue propriété par exemple à mes enfants, donc ils récupèrent la propriété, en l'occurrence des parts de la SCI. Par contre, le droit d'y habiter, le droit de le louer, d'en percevoir les fruits, sera conservé par l'usufruitier, par exemple les parents. D'accord ? Et donc je vais transmettre sur des valeurs fiscales qui vont être beaucoup plus basses,
OK? Donc, je transmets mon patrimoine à moindre coût fiscal. Et au décès des usufruitiers, les enfants récupèrent la pleine propriété des parts. Et à ce moment-là, on aura transmis la totalité du bien avec un coût fiscal qui sera le plus faible possible. Oui, du coup, excusez-moi, j'interviens encore parce que je suis un peu concerné par le sujet. Ça veut dire que, du coup, on peut le faire aussi sans SCI, ça, la nue propriété, l'usufruit. Oui, bien sûr. Mais ça coûte plus cher, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas ça, c'est que la SCI, on va pouvoir vraiment faire du sur-mesure. Si vous avez un immeuble que vous donnez en nue propriété, vous donnez l'intégralité de l'immeuble en nue propriété. Là, je peux très bien dire, j'ai un capital de 100%, je vais donner que 50% en nue propriété, et moi je conserve les 50%. Ou alors, je vais le faire par 5 ans, par 10 ans, etc. Je fais ce que je veux. Alors, c'est aussi utilisé beaucoup dans les familles pour faire des organisations de transmission de résidence secondaire ou de résidence principale. C'est-à-dire qu'on va donner aux enfants, mais pour éviter, je dirais, d'avoir un risque soit conflictuel avec des enfants ou soit d'être sûr de son vivant, de pouvoir en jouir et en percevoir les fruits, les parents vont se réserver l'usufruit de leur vivant. Par contre, sur un plan fiscal, hop, on a transmis. Et donc forcément, il y aura moins de droits de succession au moment du décès des parents ou des usufruitiers. Par contre, j'ai une petite question. Dans le cas d'une donation au partage, Oui, les parents, par exemple, donnent une maison à un frère et une sœur. oui, D'accord. La sœur ne voulant pas de la part, le frère rachète la part de la sœur. On peut le faire dans le cas d'une SCI. Ouais, bien sûr. On peut faire Ouais. une SCI. D'accord. ah ouais, on peut le faire. Mais on peut le faire aussi hors SCI. Hein. Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, Mais l'idée, c'est aussi, vous allez voir, hein, toute la philosophie de la SCI, c'est vraiment un outil patrimonial transgénérationnel, quoi. Ça ne doit pas s'arrêter qu'à parents-enfants, ça doit s'arrêter parents, enfants, petits-enfants. Le but, c'est ça. D'accord? Alors, je vous mets un exemple concret. Alors, j'ai mis des chiffres qui sont peut-être, qui vont paraître élevés, mais c'est vraiment pour vous montrer l'effet de levier important. Monsieur et Madame Dupont ont 2 enfants et ils possèdent un ensemble immobilier qui est évalué 1 400 000 euros. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer. D'accord? Droit de succession, on s'occupe d'abord de ce qu'il y a à droite. Au décès du couple, chaque enfant va recevoir en indivision 50% des 1 400 000 euros. Et d'accord? Ça fait 700 000 euros chacun. Ils ont un abattement de 100 000 euros chacun. OK? Ça veut dire que ma base taxable, ça sera 600 000 euros chacun. OK? Je vais tout de suite aller après. Impôt à régler, 123 000 euros de droits de succession par enfant. OK? Donc là, j'ai rien fait. Hein. Je reviens. Je suis en 2017. Je décide de faire une première donation partage, d'accord? Mais je vais donner des titres de ma SCI. OK? Je suis prudent, j'applique une décote de 10%, parce que je pourrais aller à 20%, hein, mais on va dire je bloque à 10%. Ça veut dire que mon capital, qui était de 100 parts à 14 000 euros pour arriver à 1 400 000 euros, chaque part, je vais la donner sur une base fiscale de 90%, c'est-à-dire 12 600 euros. OK? Et puis, je donne sur mes 100 parts, dans un premier temps, je vais donner 40 parts, 20 parts à chacun de mes enfants. Donc, 20 parts qui sont valorisées à 252 000 euros, d'accord? C'est-à-dire 12 600 fois 20 parts. Je vais pouvoir appliquer mon abattement de 100 000 euros, hein, puisque l'abattement il est valable aussi sur les donations. Et donc, ça veut dire que chaque enfant, il va être taxé sur 152 000 euros. Et donc, à cette première donation, il y a un coût fiscal de droit de donation de 28 000 euros. Ça va?
Je termine et près dessus. 2017, tout va bien. Là, j'ai bien anticipé parce que j'ai écouté mes conseils, etc. 2032, je refais une deuxième donation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les règles de transmission ou de donation disent qu'on remet les compteurs à zéro tous les 15 ans. D'accord? C'est ce qu'on appelle le rapport. Et donc en 2032, je refais une deuxième donation partage des titres de ma SCI à chacun de mes 2 enfants. OK? Et puis là, je vais leur donner les 30 parts chacun qui reste. Donc ça fait que j'aurai transmis la totalité de mon bien immobilier. On est d'accord? On considère que l'immeuble, il n'a pas perdu de valeur, qu'il n'a pas pris de valeur, qu'il est toujours au même prix. J'aurai une valorisation de 378 000. Je régénère un nouvel abattement de 100 000 euros, ce qui fait que mes enfants vont avoir une nouvelle base taxable qui, elle, va générer 53 794 euros d'impôts. Et vous voyez, je me dis, bon, en ayant fait ça, parce qu'on peut aller plus loin que ça dans le raisonnement, hein, c'est de dire que rien qu'en ayant eu du bon sens et en organisant son patrimoine au travers d'une SCI, j'ai déjà un total d'impôts là, avec les 2 donations de 82 000 euros, alors que si je n'avais rien fait, c'est 123 000 euros. Vous voyez, déjà, il y a un effet de levier de 40 000 euros par enfant. Ça fait 80 000 euros quand même sur la totalité de la transmission de l'immeuble. OK? Si j'avais voulu avoir un effet de levier plus puissant, soit j'applique non pas une décote de 10, mais une décote de 20. Nous, c'est ce qu'on fait, ça se passe très bien. Donc, je baisse encore la valeur. Deuxièmement, je peux très bien envisager non pas de faire une donation en pleine propriété, mais de donner la nue propriété. Et là, il y a une règle qui est très simple. La valeur de la nue propriété, elle est barémée. Ça veut dire que si vous donnez entre 50 ans et 60 ans la nue propriété, ça vaut 50% de la valeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui possède des parts qui a entre 50 et 60 ans, s'il donne la nue propriété à ses enfants, pour une valeur de part de 100, fiscalement, on ne reprendra que 50. Et donc, je vais pouvoir maximiser l'utilisation de mes abattements. OK? La seule contrainte de la donation en nue propriété, c'est que si malheureusement vous deviez être amené à vendre l'immeuble, il faudra, la SCI à vendre l'immeuble, il faudra l'accord des nus propriétaires. C'est le seul danger. Ça veut dire que quand je donne, je donne. Donc ça, attention. Ça va? Donc vous voyez, simplement par le biais d'utilisation d'une SCI, en termes de transmission, j'ai un effet qui est très puissant en termes d'économie de droits de succession. Ça, c'est fondamental, il faut vraiment bien le retenir. Deuxième avantage, c'est que par le biais de ma SCI, je peux me mettre tous les pouvoirs de gestion, en tant que parent par exemple, et en m'assurant de mon vivant, vraiment que j'aurai la jouissance et la libre occupation de mon bien sans avoir à rendre de compte. Et ça, la SCI va vous le permettre par la rédaction des statuts. OK? Alors, quatrième avantage, la protection du conjoint. Aujourd'hui, vous interrogez des notaires, ils vont vous dire systématiquement des concubins qui veulent pas se marier, qui veulent pas forcément se paxer, etc., qui veulent acheter un bien immobilier, ils font une SCI. Pourquoi ? Lorsqu'il achète un bien immobilier, le couple qui n'est ni marié, qui n'est ni pacsé, il fait un achat en indivision, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, vous allez voir que c'est important. Au décès de l'un des deux concubins, je suis concubin, j'ai aucun lien juridique entre eux. On est d'accord. Ça veut dire qu'au décès de l'un des concubins, qu'est-ce qui hérite ? C'est la famille, entre guillemets, du concubin. D'accord ?
et les héritiers se retrouvent indiviseurs avec le concubin survivant. Et s'il y a une mésentente, les héritiers peuvent très bien dire au concubin, tu t'en vas. D'accord? Ou il devra vendre le bien. Pourquoi? Parce que soit il devra racheter la part de son conjoint décédé aux héritiers. D'accord? Et autre chose, si le concubin avait dit « Ah non, t'inquiète pas, en cas de décès, j'ai prévu par testament que ma quote-part d'indivision, elle te revienne », c'est légal sur un plan juridique. Par contre, le fisc se rappelle à notre bon souvenir et réclame 60%. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Et ça fait des dégâts. Hein. Alors, il y a une solution. Je crée ma SCI et je fais ce qu'on appelle un démembrement croisé de mes parts. Est-ce que vous avez des notions qui vous parlent, ça? Un démembrement croisé? Non? Vous allez voir l'effet de levier très puissant. Mes deux concubins créent une SCI qui achètent leur résidence principale. D'accord? Et ils répartissent le capital en 400 parts. C'est vraiment un exemple. Monsieur a 50% du capital et il prend les parts de 1 à 200. Madame, quoique ça pourrait être aussi monsieur ou de madame, peu importe, madame a les 200 autres parts de 201 à 400. Jusque-là, c'est simple. J'ai créé ma SCI 50-50. Capital est réparti en 50%. Je vais chez le notaire et je vais user de ce qu'on appelle ma donation en démembrement. Et je vais dire quoi? Monsieur, il va conserver la nue propriété, c'est-à-dire la propriété de ses 50%, et il va donner l'usufruit de ses parts à son conjoint. Ça va? Le conjoint, il va faire exactement la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que lui, il va conserver ses parts en nue propriété et il va donner l'usufruit à monsieur. Ce qui fait qu'au final, mes deux associés ne sont plus propriétaires en pleine propriété. Ils ont fait du démembrement intégral. OK? 2017, monsieur décède, il casse sa pipe. Qu'est-ce qui se passe? Les héritiers de monsieur, ils deviennent propriétaires des parts 1 à 200. On est d'accord? Ça tombe dans la succession de monsieur. Ça va? Bon. Madame, elle va retrouver la pleine propriété de ses parts, puisque l'usufruit s'éteint. OK? Et comme il y a une donation, elle va conserver l'usufruit des parts de son concubin décédé. Ça va? Ce qui fait que, 1, je n'ai pas de droit de succession. 0. Et surtout, je règle le problème des héritiers de mon concubin, si je ne m'entends pas avec. Pourquoi? Parce que statutairement et dans l'acte de donation, je reste dans le logement. Pourquoi? Parce que les héritiers, ils ne sont que nus propriétaires d'une fraction du capital. Et dans les statuts, on stipule que les décisions sont prises à la majorité des parts en pleine propriété, elle les aura, et à la majorité des parts en usufruit. Et comme les héritiers de mon concubin n'ont aucun droit en termes d'usufruit, ils ne peuvent rien faire. C'est mieux que le mariage. Comment? C'est mieux que le mariage. Ouais, c'est une autre façon de faire. Et ça, je peux vous assurer que c'est systématiquement mis en place dans des acquisitions immobilières entre gens qui ne veulent pas se marier ou se paxer. Et même au-delà de ça, vous voyez... Dans le cadre d'un mariage sous la communauté, sous régime légal, il n'y a pas de contrat de mariage.
Si on veut éviter effectivement que les enfants dégagent madame, si monsieur. Ouais, Faire ce type de on peut le faire. Il y a intérêt à le faire dans une SCI ou est-ce qu'on peut le faire en C'est- direct? S'il y a vraiment qu'une résidence principale. Après, moi je conseille la SCI, si vous êtes marié en régime de communauté, faire une SCI, sauf dans une optique de transmission du patrimoine à moindre coût fiscal. Mais pas pour régler le problème en cas de décès brutal, ça ne sert à rien. D'accord? Mais juste une chose, quand moi j'entends les concubins, si on a pris des dispositions testamentaires, ok, pour régler le problème de rester dans le logement, mais attention à la casse fiscale en termes de droit. Hein. Attention. Hein. Et l'administration n'a pas encore trouvé de quoi contrer ça. Ah bah non, c'est légal ça. Hein. C'est légal, oui. Ah bah bien sûr. Hein. Quelqu'un qui est déjà propriétaire de sa résidence principale qui veut mettre un SCI, c'est des droits de vente automatiquement. Ouais, c'est un apport. Il faut refaire un emprunt de la SCI, etc. Pas forcément, tu peux faire un apport. Quand j'ai un immeuble qui vaut 100, c'est la phase 4, on va le voir après. J'ai un immeuble qui vaut 100. Pour des raisons X ou Y, je veux le mettre dans une SCI. J'ai le droit. Bon. Retenez une chose, il y a mutation. Pourquoi? Parce qu'on change de propriétaire. C'est plus monsieur, c'est une SCI. SCI égale personne morale, elle se porte acquéreur. Donc c'est une mutation immobilière. Le notaire, quoi qu'il arrive, va réclamer des frais, des droits de mutation. Ça va? Non, 7-8%. Il y a les risques de préemption aussi. Ouais, ça peut arriver, ouais. Ouais, c'est exact, il y a la préemption, c'est soumis au droit de préemption. Et donc, je crée une SCI, mais je ne veux pas emprunter. Bon, bah c'est tout. Je mets ma valeur d'immeuble, mettons 100, dans ma SCI. Je rémunère comment cet apport par du capital à mon associé qui a apporté. Et l'associé doit payer, entre guillemets, les frais, ce qu'on appelle les frais d'apport. Mais après, on va y arriver. C'est revendre à soi-même. Ça va? Et si par exemple, dans le cas, par exemple, d'une société de famille où il y a la gérante et qui s'est mariée entre-temps, est-ce que son mari a quelque chose à voir par rapport... Non. S'il n'a pas le statut d'associé, il ne peut rien dire. C'est des parts sur acquises avant le mariage, donc c'est pas dans Oui. D'accord. Ok. Le danger qu'on pourrait avoir, c'est par exemple s'il était marié en régime de communauté universelle, parce que là, il récupérerait... Mais s'il n'est pas associé dans la SCI, il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Justement, on le fait aussi beaucoup, nous, dans les schémas, où on crée des structures, on met les enfants, et en fait, on explique dans les statuts que les conjoints, ils n'auront rien à dire. D'accord? Ça veut dire que demain, votre enfant, il décède, le conjoint survivant, s'il ne s'entend pas avec les parents ou les autres frères et sœurs, mais il ne peut rien faire, il ne peut rien dire, parce qu'il n'a pas la qualité d'associé. Par contre, il se retrouvera, s'il est marié, peut-être avec la jouissance ou l'usufruit des parts de son mari qui est défunt. Donc il pourra percevoir les fruits s'il y a des dividendes ou autres, etc. Et là, on peut très bien aussi prévoir qu'en cas de décès, il y ait une proposition qui est faite de rachat des parts au conjoint survivant, etc. Si on veut vraiment organiser les liens du sang en éliminant tout ce qu'il y a autour, on peut le faire. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans une société commerciale, SARL, SAS, etc. La SCI, on peut tout faire. D'où l'intérêt quand même d'avoir recours à des professionnels qui vont, entre guillemets, adapter les statuts à votre situation personnelle, aux problématiques familiales personnelles. C'est à ça que ça sert. Hein. Alors, les avantages donc du démembrement croisé, c'est que, 1, je récupère la pleine propriété de mes parts d'origine gratuitement, d'accord? 2, je reste usufruitier des parts que son concubin m'a données. Ce n'est pas parce qu'il décède que je perds mon usufruit. 3, je bénéficie de la majorité des parts sociales dont l'usufruit en totalité. Et comme j'ai bien organisé mes statuts, je dis que tous les pouvoirs de gérance sont attribués à la majorité ou à la pleine, entre guillemets, à la majorité ou à la totalité des parts
en usufruit. Et le problème est réglé. Paf. Et surtout, je peux continuer d'habiter dans le logement sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. D'accord ? Alors, Monsieur Chaise qui anticipe toujours les questions et les schémas, retrouver un nouveau souffle financier. C'est simple, parfois quand j'ai des besoins financiers, je peux avoir un intérêt à créer une SCI. Alors, vous allez me dire, mais à quoi, comment ? Eh bien, regardez. Une SCI, elle peut servir à vous renflouer. Comment ? Je possède des biens immobiliers en propre. D'accord ? Et puis, j'ai un besoin de liquidité. Ou je veux me désendetter. Ou je veux changer de vie, j'ai besoin de cash. Qu'est-ce que je vais faire ? D'accord ? Vous allez aller voir votre banquier, puis vous allez d'abord demander un emprunt. Puis là, le banquier va dire, non, vous êtes déjà trop endetté, vous n'avez pas des revenus stables, moi je ne vous finance pas. Autre solution, je vais créer ma SCI. C'est-à-dire que je crée une SCI qui va se porter acquéreur d'un logement que je possède déjà en direct. OK ? Je vais ensuite aller voir le banquier et puis je vais lui dire, voilà, moi je me rachète un bien, j'ai créé une SCI qui va me racheter un bien, monsieur le banquier, financez-moi. Mais il va vous dire, je ne vous finance pas vous, je finance la SCI. Et donc la SCI, elle va racheter un bien de votre patrimoine, la SCI, elle va s'endetter, c'est-à-dire qu'elle va contracter un emprunt pour vous racheter un bien. Ça va jusque-là ? Et comment elle va rembourser cet emprunt ? Tout simplement, elle va rembourser l'emprunt grâce aux loyers locatifs qui vont rentrer. Et cerise sur le gâteau, l'administration fiscale admet la déductibilité des intérêts. C'est-à-dire que mes intérêts, je vais pouvoir les défiscaliser, c'est-à-dire les mettre en moins des loyers. Donc je vais générer une économie de revenus fonciers. OK ? Aucun intérêt. Résidence principale. Donc c'est plus une résidence principale. C'est votre résidence principale, mais en locatif. Ouais, ça vous pouvez le faire. Oui. Oui. Et vous devenez locataire. Vous devenez. Il faut voir. Abus de droit plutôt, je dirais. Il faut voir à quel objectif ça répond. Ça, vous dites ça, effectivement. Mais les banquiers sont pas frileux de prêter dans ces conditions ? Non, parce qu'eux, ils vont se prendre des garanties sur l'immeuble. On peut le faire. La principale question qu'on a, c'est effectivement... Monsieur est banquier, c'est ça ? Ah oui, je me disais. La valorisation du bien, parce que là où il y a le danger, effectivement, c'est de sous-évaluer le bien. Parce que j'ai posé la question à mon banquier. On peut le faire. Ça, c'est des schémas qu'on fait. Maintenant, le tout, c'est qu'on conseille au client qu'il soit abordé vis-à-vis de son comptable et éventuellement d'un notaire pour la partie valo, qui ne se fasse pas rattraper pour avoir sous-évalué. Mais c'est un schéma qu'on fait. Ouais, mais la partie de dire c'est une SCI qui emprunte, donc du coup ça marche, mais que si effectivement le deuxième associé a une surface financière qui est importante, parce que si c'est monsieur ou madame qui dit bah non je ne finance pas, c'est pas le biais de créer une SCI qui va faire qu'on va reprêter, parce qu'au final les gens dans la SCI sont les mêmes. Donc ça suppose de faire rentrer quelqu'un qui a un peu plus de poids financier. Oui, ou alors d'avoir une autre réflexion, c'est-à-dire une recomposition patrimoniale, de dire vous avez un bien locatif, par exemple sur Paris et tout, qui a pris énormément de valeur, vous voulez matérialiser patrimonialement, on peut très bien le revendre et les produits de cession, éventuellement, on les replace sur d'autres types de supports. Je dirais que ça dépend un peu de votre situation financière. Alors, attention, il y a quand même des bémols, hein, parce que quand je dis je me vends, ok, je me vends mon bien immobilier à une SCI, mais si moi je constate une plus-value à titre personnel, ça veut dire que je vais passer par la case de l'impôt sur les plus-values immobilières des personnes physiques. Alors certes, j'ai des abattements, on va le voir après, c'est-à-dire j'ai un abattement en totalité à l'impôt sur le revenu avec un délai de détention de 22 ans et 30 ans pour la CSG. Au-delà, si l'abattement ne vous, entre guillemets, ne vous élimine pas la totalité de la plus-value imposable,
c'est 19% d'impôt plus 15,50 de CSG, c'est 34,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma SCI qui m'a racheté mon bien 100, je vais peut-être toucher 100, mais si, admettons, je n'ai pas d'abattement sur les plus-values et que j'ai une plus-value, admettons, de 50, je vais payer quand même quasiment 15 d'impôts, hein, même 17, 18. Donc, ce n'est pas neutre. Autre chose, ma SCI, elle se porte acquéreur de mon bien, c'est une mutation à titre onéreux, ça veut dire que j'ai des frais de notaire. Donc, je paye 8% à l'acte d'achat. Donc, le banquier va nous dire, moi, je veux bien vous financer, mais vous faites l'apport au moins des frais de notaire. C'est un peu la tendance actuelle. Tout dépend de la surface du Mais bon. client et l'objectif, quoi. C'est pas- Donc ça, c'est quand même des éléments périphériques qui sont à prendre en compte, plus-value ou pas. Bah, le danger, c'est ça, c'est Et frais de notaire. bien pour éviter d'avoir la plus-value, mais Voilà. avoir des schémas, vous avez plus de chances d'être contrôlé. Quand vous commencez à dire aux impôts, je revends ma RP dans le cas de C'est pas le SCI, fisc, vous êtes, voilà. Alors, ils y regardent. Là, on parle de la RP, mais moi, je l'ai déjà fait fréquemment sur du patrimoine locatif, hein, hors RP. Et là, c'est un très bon moyen de vous enrichir. Pourquoi? Parce que si vous êtes malin et que vous êtes bien conseillé, vous me bétonnez l'assurance prévoyance. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont historiquement bas. Je peux avoir un intérêt à prendre une assurance 100% sur 2 têtes, monsieur et madame, qui fait que si jamais il y a un risque de décès qui se réalise de l'un ou l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Les héritiers ou le conjoint survivant, ils récupèrent le bien et l'emprunt est annulé puisqu'il est soldé par l'assurance. Stratégiquement et patrimonialement, c'est une bonne décision de faire un recours à l'emprunt et de bétonner l'assurance prévoyance. Moi, je bondis toujours quand j'entends des clients qui me disent « on va autofinancer ». Non, c'est le moment de s'endetter. C'est le moment de bétonner l'assurance prévoyance, décès. Et même aujourd'hui, on nous annonce que les taux sont un petit peu en train de remonter. L'argent est historiquement pas cher. Donc c'est le moment de s'endetter, hein. Alors quand je dis ça, des fois les gens ils sont interpellés, mais patrimonialement, c'est très intéressant si vous couplez ça, encore une fois, à une assurance décès qui tient la route. Parce que si vous ne le faites pas, admettons vous faites un apport, vous ne faites pas de refinancement, en cas de décès, qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Soit le bien, entre guillemets, est vendu pour rembourser l'emprunt, et puis ça fait moins de patrimoine qui est transmis aux héritiers, hein. Il y a plus de monde, de toute façon, qui ne prête pas sans avoir un bien qui est couvert au moins à 100%. Hein. Ouais. Donc, au moins en décès. Ouais, sur 2 têtes. 2 têtes réunies. Ouais, voilà. Moi, je dis, l'idée, c'est si on peut, c'est de faire 100% sur chaque tête. Surtout s'ils organisent la ça peut passer en charge. Et en plus, c'est déductible. Ça va ou pas? Alors, on va quand même parler des sujets qui fâchent, la fiscalité. Je vous explique. La fiscalité, elle doit être analysée sur 2 angles. La fiscalité des plus-values et la fiscalité des revenus. La fiscalité des plus-values immobilières, le principe, c'est exonération après un délai de détention de 22 ans à l'impôt sur le revenu. Le taux, c'est 19%. OK? Le montant de l'impôt sur la plus-value immobilière. Après abattement, si vous en reste encore, c'est 19%. OK? La CSG, qui est de 15,50, c'est après 30 ans de détention. Donc vous ne payerez jamais d'impôt sur les plus-values si vous avez votre bien depuis 30 ans. OK? Par contre, si je détiens un immeuble en direct, que je le vends, la fiscalité de la plus-value va se calculer sur la différence entre le prix d'achat de mon bien immobilier et le prix où je l'ai revendu. On est d'accord? Alors, on vient majorer du forfait d'acquisition de 7,5, d'un forfait travaux, mais grosso modo, c'est ça. Par contre, quand je suis en SCI, j'ai 2 options. Soit ma SCI vend l'immeuble qu'elle détient, et là, on applique
ce qui se passe là, soit je ne vends pas l'immeuble, mais je vends les parts. D'accord? Et là, s'agissant de parts de SCI, on va appliquer exactement le même schéma, 22 ans impôt et 30 ans CSG, non pas sur l'immeuble, mais sur les parts. C'est-à-dire qu'on va aller à la date de constitution de la SCI ou à la date où vous avez acquis vos parts, et on va calculer ce délai au jour où vous cédez ces parts. Le délai est le même, 22 ans, 30 ans. Oui. Et là, vous avez une subtilité fiscale qui est très, 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 très intéressante. C'est que, mes parts, je peux les sous-valoriser légalement, appliquer ma décote de 10 à 20. J'ai le droit de le faire. Donc déjà, je vais écraser un petit peu l'impôt. Par contre, je peux très bien dire, je vous mets une échelle temps, je crée ma SCI ici, et puis admettons, ici, je suis à 25 ans. Et ici, à 30 ans. Je vous fais un cas d'école. Je crée ma SCI, puis il n'y a rien qui se passe. Je n'achète pas de biens immobiliers. Mais j'ai envoyé à l'administration ma déclaration fiscale, j'ai fait mon PV d'Assemblée Générale, j'ai fait mon bilan. Elle remplit ses obligations. Et puis, à 25 ans, j'en sais rien, j'achète un bien qui vaut 100. Je fais l'affaire du siècle, c'est une succession, j'ai acheté une indivision, ils ne s'entendaient pas. C'est comme ça qu'on fait les meilleures affaires. J'ai acheté 100. Et puis je la revends 5 ans après. Et je la revends 200. Si je dis au notaire, je vends l'immeuble, il va me dire, plus-value de 100, je n'ai pas d'abattement, je paye 34,5 d'impôt. Si je lui dis, non, je vends les parts de ma SCI, le notaire va calculer création de la SCI, 30 ans après, 0 impôt. Mieux que ça. Je peux acheter des biens, plusieurs, etc., à des dates différentes. À 30 ans, j'ai un bon conseil qui me dit qu'il faut se redéployer sur de l'assurance vie pour des problématiques de transmission, etc. Je vais vendre mes parts de SCI. Je peux avoir acquis plein de biens immobiliers qui soient payés, pas payés, etc., etc. Je vends après 30 ans. On va calculer la valeur des parts de la SCI, c'est-à-dire chaque actif qu'elle possède. S'il reste des emprunts et des dettes, ça fait une valeur de part. Je vends, ma SCI a plus de 30 ans, 0 impôt. Donc une SCI qui dort, c'est pas grave. Et ne dites pas, moi j'ai déjà vu ça, j'ai une SCI, je l'ai dissoute, elle ne me servait plus à rien. Non. Une SCI, il faut la conserver. Vous remplissez vos obligations, même s'il n'y a rien, elle pourra toujours servir dans une optique patrimoniale à court, moyen, long terme. Comment peut-on remplir des obligations à partir du moment où il n'y a rien dedans? Il n'y a rien, il n'y a pas d'AG, il n'y a rien de tout. Si, il faut faire une AG. Tu peux très bien créer une SCI parce que tu avais vocation à acheter. Je vais donner un exemple tout bête. Tu as signé un compromis avec des conditions suspensives. Les conditions suspensives n'ont pas été réalisées. La vente devient caduque, tu n'achètes pas, mais tu as créé ta SCI. Et tu dis, pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets, c'est tout. Par contre, l'administration fiscale, elle va t'envoyer tous les ans ta déclaration fiscale à envoyer. Tu la renvoies, néant, pas d'activité. Et puis juridiquement, tu vas faire un petit PV en expliquant que il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas eu de projet d'acquisition, point barre. Les associés signent. Comptablement, tu vas faire éventuellement une dépense de frais bancaires pour la tenue du compte, tu l'actes. Puis c'est tout, c'est les seules obligations qu'on demande. Puis au bout de 20 ans, ça y est, je fais une opération ou une opération qui n'a rien à voir. Tu veux aider un enfant, etc. J'ai une SCI qui est vide, je vais l'utiliser. Tu la réactives, c'est-à-dire qu'elle se porte acquéreur,
Et après, on peut enclencher des processus de transmission, de cession, etc. Est-ce qu'on peut créer une SCI pour un enfant qui a 4 ans? Oui. Donc, il faut le faire pour tous nos enfants. Ah oui, oui, on peut faire. C'est vraiment, il faut concevoir ça comme un outil patrimonial. Il peut y avoir qu'un seul actionnaire. Normalement, non. C'est 2. Oui. Mais au départ, non. Il en faut 2. Après, c'est la vie qui fera que. Si c'est une personne morale, c'est la même chose. Alors, les personnes morales, on va en parler après. On peut se retrouver avec des associés personnes morales. C'est pas interdit. Mais fiscalement, ça change la règle. Non, c'est pas ça. C'est que quand j'ai une personne morale qui n'est pas un particulier, je vais devoir calculer le résultat de 2 façons. Le résultat d'une façon d'imposition des personnes physiques, et ensuite je dois recalculer le résultat sur les règles de professionnels, notamment les bénéfices industriels et commerciaux. Est-ce qu'une SCI peut acheter un bien immobilier à l'étranger? Oui, bien sûr. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est une enveloppe juridique. Hein. Donc, quand la SCI est créée depuis X années, on peut envisager de mettre la résidence principale dedans pour la donner aux enfants de cette façon-là. Donner les parts. Oui, les parts. Oui. On est bien d'accord. C'est des apports. À ce moment, il faut faire On un peut apport. des apports, d'accord. Oui. Et est-ce qu'on peut... Mais attention, hein, Thierry, apport égale mutation. Droit de mutation. oui, droit de C'est on mutation, change de bon. propriétaire, il y a droit. Hein. Ouais. Et est-ce qu'on peut changer la constitution des parts suivant les biens? Ou est-ce que c'est globalement pour la SCI? On va essayer, ça aura toujours le même nombre de parts. Si vous avez une répartition. Tu veux faire des lots, toi? Ouais. Non. D'accord. Je sais que certains le font, mais c'est borderline. T'as plusieurs SCI. Oui. Une SCI par vie. Ouais, Ah. j'en ai déjà. Et dans ce cas-là, il y a un capital minimum. Non, je peux faire un capital de 100 euros ou 10 millions d'euros. Après, c'est intéressant. Après, il faudrait pousser. Hein, je pourrais avoir faire une autre conférence sur l'intérêt d'un gros capital, un petit capital. C'est en termes d'ISF ou sur ces conséquences-là. Parce que si vous voulez, nous, pourquoi on est... Alors vous allez me dire, c'est notre métier, hein, on est 3 ici. Nous, un client qui nous paraît ici, on lui fait faire de toute manière, quoi qu'il arrive, un bilan comptable. Ce n'est pas pour nous, parce qu'on doit faire une prestation. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, je l'ai vécu dans un dossier il y a 3 mois. Les parents ont acheté des appartements à Valenciennes avec leurs 2 filles. Et ils ont fait 25, 25, 25, 25. 4 fois 25. D'accord? Sauf que les filles, elles n'ont jamais mis 1 centime dans la SCI. Or, le loyer ne suffisait pas à payer les prêts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les parents, ils amenaient dans la SCI. Bon. Si vous n'avez pas de comptabilité pour tracer ces apports que les parents font dans la SCI, pour venir créer ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Compte courant d'associé, ça n'est ni plus ni moins qu'une dette que la SCI a envers ses associés. Bon, ils n'ont pas fait de comptabilité, alors que je leur disais depuis des années. Hein. Résultat, il y a eu des différends dans la famille. Ils viennent de vendre l'immeuble. Le notaire, il a demandé le bilan, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le notaire? Il a divisé par 4, et les enfants ont récupéré 25%, les 2 filles chacune, alors qu'elles n'ont pas mis 1 centime. D'accord? Il y aurait eu un bilan comptable. On l'aurait donné au notaire. Qu'est-ce qu'il aurait fait, le notaire? Le produit de la vente de l'immeuble rentre dans les comptes de la SCI, mais la SCI, elle a une dette à rembourser qui est le compte courant d'associé aux parents. Il aurait fait un chèque d'abord aux parents pour rembourser le compte courant, et s'il y avait du reliquat, il l'aurait divisé par 4. Bah, ça vous paraît du bon sens, hein? Eh ben, je peux vous assurer le nombre de dossiers où c'est pas fait. Alors, quand ça se passe bien dans la famille, il n'y a pas de problème. Et quand ça se passe bien, je peux vous dire que les parents qui n'ont pas une grosse retraite, parce que, excusez-moi, je vais prononcer un gros mot, c'est RSI, d'accord? Ben, ils auraient été bien contents de récupérer leur compte courant d'associé depuis 25 ans. Vous voyez, ça c'est exactement
pourquoi nous on dit faites un bilan comptable. Parce que, encore une fois, vous pouvez avoir plusieurs associés avec des répartitions différentes. Si la SCI elle nécessite un renflouement tous les mois de 1 000 € et que vous êtes 4, théoriquement, c'est chaque associé qui doit mettre 250. Sauf que souvent, ce n'est pas forcément le cas. Donc la comptabilité va venir tracer ces apports-là. Avec d'autres problématiques après en ISF, puisqu'on doit déclarer les comptes courants. Mais bon, ça c'est un autre débat. D'accord ? Donc sachez quand même que si vous avez une SCI, quand vous vendrez un bien immobilier, réfléchissez, est-ce que je vends les murs ou est-ce que je vends les parts ? Alors si vous avez plusieurs immeubles, vous n'avez pas d'autre choix que de vendre l'immeuble, parce que vous n'allez pas tout vendre. Ça amène aussi notre réflexion patrimoniale de certains professionnels qui est de dire une SCI par immeuble. Quand on vend des parts de SCI, il y a les mutations, il y a l'enregistrement. Non. Oui, c'est des frais de mutation. Sauf que les frais de mutation, c'est les droits d'enregistrement sur la base de 23 000, je ne sais plus combien, euros, qui vont se calculer sur la valeur de SCI. Et la valeur d'une SCI, c'est simple. C'est qu'est-ce qu'elle possède, actif, un immeuble. J'ai éventuellement de la trésorerie excédentaire, c'est-à-dire du cash. Et j'ai ici des dettes. Donc soit j'ai un emprunt qui est en cours, qui n'est pas terminé, soit j'ai du compte courant d'associé. Et donc moi quand je fais une évaluation d'une SCI, je demande à mes clients, faites-moi faire une évaluation par professionnel, immobilier, notaire, etc. Lui, il va me donner la valeur de ça. C'est ce qu'on appelle l'actif net réévalué. Je rajoute s'il y a de la trésorerie et je viens déduire ce que j'ai là. Ça me fait une valeur, admettons, de 100. Et si je dois vendre des parts ou faire des donations, etc., je vais appliquer. Alors, si je vends des parts, je n'applique pas de décote. Hein. Le but, c'est que je tire le maximum. Mais si je vendais à des enfants ou si je veux m'en servir pour faire une donation, je vais appliquer une décote ici. Admettons de 20. C'est-à-dire que ma base au droit de mutation pour le calcul des plus-values, etc., ça sera 80. Et ça, croyez-en mon expérience, à nous trois, les impôts sont nuls et archi nuls dans l'évaluation des valeurs de part de SCI. Hein, Pascal ? On met ce qu'on veut. Hein. Non, mais... Ça, ils ne savent pas faire. C'est enregistré. Ah oui, j'ai oublié. Ça sera coupé au montage. C'est du bon sens, hein, ce que je vous dis. Hein. Mais ils ne savent pas faire. Ouais, ils ne sont pas très doués en évaluation. Alors, ça, c'est sur la fiscalité de cession. Sur la fiscalité des revenus. Là, il y a un éternel débat depuis 50 ans qui est de dire, ma SCI, est-ce que je la mets à l'impôt sur le revenu ou est-ce que je la mets à l'impôt sur les sociétés ? C'est un éternel débat. Là, on pourrait prendre rendez-vous toute une journée pour parler de ça. Le principe, je vous rappelle, impôt sur le revenu, les résultats de la SCI sont calculés à proportion des parts de chaque associé. J'ai 4 associés à 25%, le bénéfice sera réparti à hauteur de 25%. OK ? Par contre, je vous rappelle brièvement, sans rentrer trop dans le détail, à l'IR, j'ai le droit, comment ça se calcule ? Mes loyers, c'est mes recettes. Je déduis moins déduction forfaitaire de 20 € par local. J'ai le droit de déduire l'assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion, si mon comptable, mon avocat, ce que vous voulez, c'est la facture, vous avez le droit de la déduire. Vous avez le droit de déduire les frais de syndic, si vous en avez. Vous avez le droit de déduire les frais d'agence. D'accord ? Vous avez le droit de déduire les taxes foncières.
Ça, c'est quand tout va bien. Et après, vous avez le droit de déduire les travaux. Alors, oui, après, non, mais je parle. Travaux qui ne peuvent être des travaux que d'entretien, de réparation ou d'amélioration. Sont complètement exclus les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Dès lors que je crée de la surface, ce n'est pas déductible. Par contre, l'entretien. Entretien courant, réparation, amélioration. L'entretien d'agrandissement, par contre, Oui, mais pas les travaux d'agrandissement. En année N+2, vous pourrez le faire. Mais c'est un logement oui. qui agrandit, par exemple, je sais pas, un appartement dans un grenier, on peut pas le dire. Par contre, après l'entretien courant d'appartement dans un grenier, peut passer. Oui. Sauf qu'ils ne sont pas perdus pour autant, parce que je peux les récupérer dans le calcul de ma plus-value le jour où je revends, ce que je n'ai pas pu déduire. D'accord ? Et enfin, comme l'a dit monsieur, si vous avez des emprunts, vous avez le droit de déduire les intérêts d'emprunt. OK ? Et donc, tout ça, ça détermine votre bénéfice imposable et taxable. Et ça, c'est réintégré à votre impôt sur le revenu. C'est-à-dire à vos autres revenus, les salaires, dividendes, ce que vous voulez, etc. Bon. Et en plus, donc vous allez être taxé à la tranche marginale d'imposition, donc 30, 41, 45%, plus de la CSG, 15,50. Donc ça cogne. Et là où ça devient problématique, nous on a des clients qui viennent nous voir qui sont un peu apeurés, c'est qu'ils nous disent « Oui, mais je n'ai pas les moyens, moi, de payer mon impôt parce que je rembourse mon emprunt à la banque. » Donc non seulement je dois renflouer ma SCI pour que financièrement elle s'équilibre, mais mon surplus d'impôt, je ne sais pas le payer. Ça, c'est des problèmes. Hein. Bon. Donc, il y a des gens qui vont vous dire bah, « C'est pas grave, on va changer le régime d'imposition de la SCI, on va passer à l'IS. » Alors, qu'est-ce que ça change ? IS, ça veut dire impôt sur les sociétés. Ça veut dire que l'administration fiscale va vous autoriser à déterminer le bénéfice de la SCI sur les règles commerciales, c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, je vais pouvoir déduire, par contre, l'intégralité de mes frais. Et cerise sur le gâteau, à l'IS, donc, tout ça, je vais avoir le droit de le déduire, sauf ça. Hein, l'IS, ça, je ne l'ai pas. Mais à l'IS, ce que je vais avoir en plus, ça, j'ai le droit de le déduire. Hein, je vais avoir le droit de déduire ce qu'on appelle l'amortissement de mon bien. Et un immeuble que j'achète et que j'amortis sur 20 ans, je vais venir créer ce qu'on appelle une charge calculée et non pas décaissée, et donc qui va venir écraser mon résultat. Et s'il me reste du bénéfice, d'accord, je vais avoir un impôt à payer qu'à hauteur de 15% jusqu'à 38 000 euros. Et maintenant, c'est 28 jusqu'à 75 000, c'est ça, François ? 75 000 euros. OK ? Quel est l'avantage ? C'est que ce n'est pas moi qui fais le chèque aux impôts. C'est ma SCI qui paye son impôt. Donc, je n'ai pas d'impact fiscal sur moi à titre personnel. D'accord ? Tu dépends de ta TMI aussi. Non, on s'en fiche. Ouais, mais c'est que là, si vous êtes dans une TMI, admettons qu'il y a... À l'impôt sur le revenu ? Ouais. Ouais, mais j'ai quand même la CSG qui frappe. Et si j'ai un emprunt, c'est toujours compliqué. Tandis que là, je n'ai aucun impact fiscal quand je suis à l'IS sur moi à titre personnel. Par contre, il y a des inconvénients. Il y a ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si j'opte à l'IS, je peux amortir mon bien immobilier. Donc je crée de la charge que je ne paye pas, donc ça m'écrase le résultat. Par contre, le jour où je revends mon bien immobilier, le fisc me dit « Vous avez choisi le mode d'imposition des sociétés commerciales, on va traiter les plus-values sur le modèle des sociétés commerciales. » C'est-à-dire que j'ai acheté un bien qui valait 100, d'accord, 15 ans, donc on va dire qu'il a une durée de vie de 20 ans, donc je l'amortis sur 20 ans, donc ça fait 5 fois, donc j'aurai des amortissements
pour 75 au bout de 15 ans, ça veut dire que fiscalement, il vaudra 25. D'accord? Et là, le fisc va venir me frapper impôt société sur la plus-value. Et je n'ai pas encore les sous dans ma poche. Parce que pour avoir les sous dans ma poche, il faut que la SCI fasse une distribution de dividendes. Et la distribution de dividendes dans une société à l'impôt société, c'est des revenus distribués. Donc c'est impôt sur le revenu et CSG, CRDS. Donc, traditionnellement, on dit que les SCI à l'IS, attention, tout ce qu'on va gagner pendant la période de remboursement des prêts, souvent, on le repère le jour où on vend l'immeuble. Par contre, une SCI à l'IS peut être très justifiée et très intéressante si je n'ai pas vocation à vendre l'immeuble, mais plutôt à transmettre à mes enfants, par exemple. Tant que je ne vends pas l'immeuble, il n'y a rien qui se passe. Par contre, je transmets les parts de ma SCI à l'IS à mes enfants. Eux, ils en recevront la propriété et les éventuels bénéfices. D'accord? On peut passer de l'IR à l'IS et pas inversement. Oui. La marche arrière n'est pas possible. Au début, quand on fait de l'amortissement, au début de l'investissement, la SCI est toujours déficitaire. Oui. Que c'est reportable de combien d'années? Alors, aujourd'hui, on applique ce qu'on appelle les amortissements par composants. C'est-à-dire que l'administration fiscale est venue, entre guillemets, essayer d'appliquer une politique d'amortissement qui soit la plus cohérente par rapport à l'état naturel des biens. C'est-à-dire qu'ils vont décomposer dans la valeur du bien la partie du gros œuvre, la partie de la toiture, la partie de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les agencements. Et donc, ils vont appliquer des amortissements qui sont un petit peu différents. Mais grosso modo, si vous avez un bien qui vaut 100, bon, nous on part souvent sur 20 ans, 25 ans maximum. La question était concernant les déficits. Les déficits, est-ce que c'est reportable? À l'IS, oui, hein. On les stocke pour les futurs bénéfices. Il n'y a pas de... Alors c'est quoi? C'est à l'IR ou c'est... Alors à l'IR, si vous êtes en déficit, vous avez ce qu'on appelle des déficits fonciers. Et on a un certain temps... 10 ans. C'est 10 ans. Oui. Et donc à l'IS, c'est tout, c'est reportable? L'IS, c'est la fiscalité commerciale. Faut vraiment, si vous hésitez, il faut être très... Au niveau imposition, à l'IR, les bénéfices de la SCI sont incorporés au... Tranche marginale d'impôt. Oui. Et donc voilà, on paye l'impôt de l'IR dessus directement. Par contre, si c'est à l'IS, il y a l'impôt sur les sociétés et ensuite on doit distribuer. Et donc c'est l'imposition de la distribution. Oui. D'accord. Donc c'est là où au début c'est bien parce que c'est... Exactement. Oui, c'est un levier pour refinancer autre chose. Alors après, les SCI à l'IS, vous les rencontrerez quand vous avez des gros patrimoines immobiliers professionnels. Moi, j'ai des clients, ils ont des grosses entreprises, etc., plusieurs millions d'euros. Ils ne peuvent pas supporter à titre personnel l'IR. Donc mécaniquement, on les passe à l'IS. Après, dans ce cas-là, il y a certaines grosses dépenses qui peuvent être passées en niveau, de ce fait, elles peuvent être pris en charge. Alors, comment ça marche? Ah bah, l'IS, vous voyez, là par exemple, les frais d'acquisition, je peux soit les amortir ou les déduire l'intégralité. Je pense à des gros travaux en fait, d'aménagement, je pense à un toit. Quand même. Non, ils vont être amortis. Ouais. Donc à l'IR, on a pris Saint-Clément est passé en charge. Moi, je pense qu'à l'IR, c'est plus avantageux sur le long terme parce qu'on est exonéré complètement d'impôts. Bon. Maintenant, ça dépend aussi de votre tranche marginale. Si vous êtes à 45 plus 15, 60 et que votre SCI est endetté, c'est costaud, il faut savoir le supporter. Moi, j'ai même des clients, ça fait la joie des banquiers, ils empruntent pour payer leurs impôts. J'avais une autre question. Quand vous dites travaux d'embellissement, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces travaux? À l'impôt sur le revenu, alors travaux d'entretien, c'est bien. Travaux de réparation, c'est tout, vous avez un dégât des eaux, hop, c'est bon. Travaux d'amélioration, ça va être par exemple, vous remplacez une chaudière, vous refaites une installation électrique qui était vieillotte, vous la modernisez, etc. D'accord, mais il faut partir sur un existant. Ah oui, oui. Maintenant, vous avez une maison, vous dites je refais une pièce supplémentaire, c'est niet, parce que je crée de la surface, donc c'est des travaux d'agrandissement. Par exemple,
des, Mais si par des exemple maisons on a un complètement bien qui est brûlées. vraiment très délabré, où il faut tout refaire à Oui. l'intérieur, est-ce que ça c'est... Oui, oui. Ça Alors moi j'ai un client qui a fait ça. Il a eu un très beau contrôle fiscal sur lequel on s'en est très bien sorti. Il avait acheté 3 ruines c'était à Prézo. Il a eu un don, moi j'avais même pas pensé il y a une quinzaine d'années, il a fait passer un huissier pour montrer dans quel état c'était. Photo. Et il a tout refait à neuf. Donc il avait acheté à 60 000 €, il a fait 200 000 € de travaux. On défiscalise tout. Et le fisc vient nous attaquer 3 ans après en disant, vu l'importance des travaux que vous avez faits, vous ne pouvez pas prétendre à la définition de travaux d'entretien et de réparation, mais obligatoirement les travaux de reconstruction. Ce qui est logique, j'achète 60, je fais 200 et on peut légitimement penser que c'est des travaux de reconstruction. Et là, on a gagné parce qu'il a porté la preuve qu'il n'avait pas touché les murs porteurs, il a simplement rénové la toiture, il n'a pas créé de surface, il a simplement remis à neuf. Il a Et on a gagné grâce à ça. Mais il avait bétonné, c'est-à-dire qu'on avait, au fil des travaux, les photos par huissier de la façon dont... Oui, oui. Voilà, donc en conclusion, juste quand vous créez une SCI... Comment ? Ouais, c'est bon. Bon, le choix juridique de la SCI, ça va déterminer également votre fiscalité et vos obligations légales. Ne l'oubliez jamais, ça. Par contre, les enjeux importants, c'est votre fiscalité au quotidien et la fiscalité de la plus-value. Mais s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est la SCI, c'est parfait pour des objectifs de transmission. D'accord ? Non, bah, je vous libère. On peut vous contacter par la suite pour... Ah, bah, vous allez... ouais, par mail. Ah, bah, j'ai... Ouais, bah... Votre mail, je ne sais pas, moi, mais... Non, bah, laissez à ce moment-là.